Bonjour, chers élèves. Je m'appelle M. Serigne Abdou Wahab Diop. Je suis professeur de sciences physiques et dans le cadre de votre accompagnement au niveau des enseignements, je vais aujourd'hui vous présenter donc des rappels par rapport à la leçon portant sur les applications des bases de la dynamique. C'est un chapitre en classe de terminale et ce chapitre vient après la cinématique, les bases de la dynamique et ce chapitre-là qui constitue le troisième chapitre, les applications des bases de la dynamique. Aujourd'hui, nous allons essayer de revoir les différents éléments, les points saillants, l'essentiel, comme on dirait, de la leçon. À commencer généralement par les objectifs visés dans cette leçon. En ce qui concerne les objectifs, c'est de résoudre des problèmes de dynamique en appliquant des théorèmes fondamentaux à des mouvements particuliers et d'interpréter les enregistrements de mouvements. Voilà donc les objectifs généraux de la leçon. Alors pour commencer, nous allons faire des rappels concernant la leçon. Il y a d'abord comme rappel le principe d'inertie qui est la première loi de Newton. Dans un référentiel galiléen, le centre d'inertie d'un système isolé ou pseudo-isolé a un mouvement rectiligne uniforme ou est immobile. Le centre d'inertie du système, c'est le centre de masse, le centre de gravité, très souvent noté G. Donc, d'un système isolé, un système isolé, c'est un système sur lequel ne s'exerce aucune force. Donc, la somme des forces est nulle, il n'y en a pas. Ou un système pseudo-isolé qui est un système dont il y a des forces qui s'y s'appliquent, mais la résultante est nulle. C'est-à-dire que les forces se compensent. Un tel système a un mouvement rectiligne uniforme, donc le vecteur vitesse est une constante, ou est immobile, le vecteur vitesse est nul. Donc un mouvement rectiligne uniforme, si initialement le système était en mouvement, et immobile s'il était initialement immobile. Voilà ce qu'on appelle le principe d'inertie. Alors, il y a aussi le principe de l'action et de la réaction qui est la troisième loi de Newton. Lorsqu'un corps A exerce sur un corps B une force F de A sur B, alors le corps B exerce réciproquement sur le corps A une force F de B vers A, telle que les deux forces soient directement opposées. C'est le principe des interactions réciproques. Chaque système agit sur l'autre et réciproquement. On peut représenter cette situation par exemple deux boules, une boule A et une boule B, qui sont par exemple en interaction. On voit que chacune de ces forces, chaque corps exerce sur l'autre une force et les forces ont la même direction, la même intensité et les sens opposés. Ça veut dire que ces forces sont directement opposées mathématiquement. Donc la direction commune peut être matérialisée par cette ligne qui apparaît, qui montre que les deux forces ont la même droite de support. Donc ça veut dire que la somme vectorielle des forces est nulle. Donc voilà
ce qu'on peut dire sur le principe de l'action et de la réaction. Donc ce principe aussi, donc si on regarde de façon générale un ensemble de forces qui exercent sur un système, il y a des forces dites intérieures et des forces dites extérieures. Et d'après donc le principe des interactions réciproques, la résultante des forces intérieures est nulle, puisque les forces intérieures donc vont s'annuler, donc 2 à 2. Il y a la loi fondamentale de la dynamique, qui est la deuxième loi de Newton. Mais dans notre, en classe de terminale, généralement, où les vitesses sont relativement faibles et que les masses constantes, cette loi peut être simplifiée sous forme du théorème du centre d'inertie, qui dit que dans un référentiel galiléen, la somme des forces extérieures appliquées à un solide est égale au produit de la masse du solide par l'accélération de son centre d'inertie. Donc, ça, c'est tout simplement le théorème. Dans la formulation du théorème, c'est sigma des forces extérieures est égal à m accélération du centre de gravité. Alors, la somme des forces intérieures, bien sûr, plus la somme des forces extérieures, mais on avait dit que donc la somme des forces intérieures est égale à 0, d'après donc le principe, le théorème de l'action et de la réaction. Donc, il ne reste que les forces extérieures. Donc, cette relation ne permet de prévoir que le mouvement du centre d'inertie, bon, sauf si le système est en translation. Donc, si on a un point matériel, donc on peut dire tout simplement F est égal à m fois A. Alors, il y a le théorème de l'accélération angulaire qui, pour des solides donc, qui sont cette fois-ci en rotation autour d'un axe. Donc, pour un solide en rotation autour d'un axe fixe delta, dans un référentiel galiléen, la somme algébrique des moments des forces extérieures par rapport à l'axe de rotation delta est égale au produit du moment d'inertie du solide J delta par son accélération angulaire alpha 2 points. Alors donc cette formulation mathématique est sigma des moments des forces extérieures par rapport à delta est égal à J delta alpha 2 points. Alpha 2 points, l'accélération angulaire, J delta, le moment d'inertie. Donc le moment d'inertie varie d'un solide à l'autre. Par exemple, le moment d'inertie d'un disque, 1/2 de mr au carré. Le moment d'inertie d'une sphère, 2/5 de mr au carré. Donc ces moments d'inertie-là, mesurés par rapport à un axe passant par leur centre de gravité. Alors, il y a aussi le théorème de l'énergie cinétique, donc qui est formulé, donc qui est énoncé comme suit. Dans un référentiel galiléen, la variation de l'énergie cinétique d'un solide entre un état initial et un état final est égale à la somme des travaux de toutes les forces appliquées au solide entre ces deux états. Donc, dans les exercices, très souvent, on parle d'énoncer le théorème. L'énoncé donc du théorème est littéraire, donc il faudra donc donner cette phrase-là. Mais par contre, la formulation du théorème est mathématique. Donc, la formulation du théorème, c'est delta de EC égale énergie cinétique finale moins énergie cinétique initiale égale la somme des travaux de toutes les forces appliquées au solide entre l'état initial I donc, et l'état final F. Voilà. Il y a aussi donc, la conservation de la quantité de mouvement donc, sur ce que c'est donc un choc, notion de choc. Un choc est une rencontre très brève entre deux corps. Donc, deux corps peuvent entrer en collision de façon brève. Donc, c'est ce que l'on appelle donc un choc. Mais dans le cadre aussi des chocs,
il faut savoir que généralement, les chocs sont considérés violents de telle sorte que des forces comme le poids, la réaction, et donc ces forces-là sont négligeables devant les forces de contact. Donc ça, c'est une même remarque importante qu'il faut bien noter dans cette partie. Il y a maintenant deux types de chocs. Il y a par exemple un choc qu'on appelle le choc inélastique ou choc mou. Donc, au cours d'un choc parfaitement mou, il y a la conservation du vecteur quantité de mouvement et la non-conservation de l'énergie cinétique. Alors, la conservation de la quantité de mouvement peut se voir comme M1V1 plus M2V2 égale M1V'1 plus M2V'2. MV, c'est la quantité de mouvement. Mais ici, nous avons pris un exemple de deux corps qui entrent en collision de masse M1 et masse M2, des vitesses V1 et V2 avant le choc et des vitesses V'1 et V'2 après donc le choc. Alors donc, voilà, et qu'il n'y a pas de conservation de l'énergie cinétique parce que donc c'est des systèmes déformables et la déformation va utiliser de l'énergie, ce qui fait que donc l'énergie cinétique finale sera donc inférieure à l'énergie cinétique initiale. Alors, on peut donner comme exemple de choc mou, par exemple deux particules, l'une de masse M1, l'autre de masse M2 avec des vitesses initiales, donc qui vont venir et entrer en collision. Mais après le choc, les deux particules restent liées, se sont accrochées et donc sont animées d'une même vitesse V. Donc ça veut dire que donc, la vitesse ici, V'2 et V'1 égale à V, c'est une vitesse commune. Voilà par exemple un exemple de type de choc qui est mou, lorsqu'il y a donc une modification du système. Donc par exemple, quand nous avons un verre, par exemple, que l'on laisse tomber donc, sur les carreaux et qui se casse, donc là aussi c'est un choc mou. Voilà. L'autre choc, c'est les cas d'un choc qui est élastique. Alors maintenant, au cours d'un choc élastique, il n'y a pas de déformation des éléments du système. Il y a la conservation du vecteur quantité de mouvement et la conservation de l'énergie cinétique. Donc quand vous avez un choc qui est élastique, après le choc, on note aucune modification des éléments du système. Donc aucune cassure, aucune déformation, rien du tout. Les deux éléments, les éléments du système se séparent sans aucune modification, n'est-ce pas, observable. Alors donc dans ce cas, il y a la conservation du vecteur quantité de mouvement, qu'on voit ici, mais en plus, il y a la conservation de l'énergie cinétique. Alors, dans les vidéos à venir, nous allons essayer de prendre une application donc, pour essayer de voir comment résoudre un problème de dynamique en organisant ça suivant deux parties. Donc, dans la première partie, donc, nous parlerons de la méthodologie de travail. Quelle est la méthode à appliquer pour la résolution d'un problème de dynamique, le comportement qu'il faut avoir, la chronologie des événements, l'organisation du travail. Et ensuite, on prendra un exemple d'exercice type et nous allons appliquer donc, toute cette démarche, cette méthodologie à l'exercice pour montrer donc, comment il faut se comporter face à un exercice de dynamique.